Bien, bonjour à tous. Venez vous installer après le petit déjeuner. Donc, atelier numéro 5, aujourd'hui consacré à l'urbanisme. Urbanisme et plus précisément document d'urbanisme, planification et instruction à travers notamment donc, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc vous le savez, une nouvelle compétence, souvent on va passer d'un territoire, on le verra couvert bien ou assez suffisamment en termes de documents d'urbanisme à un territoire couvert par des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Pour répondre à toutes les questions que se posent les élus justement sur ces documents d'urbanisme, sur ce transfert et notamment sur les conséquences que ça aura sur les instructions, j'ai le plaisir donc d'accueillir Laurent Sirot, donc directeur adjoint de la direction départementale des territoires. Merci, vous aurez à répondre à un certain nombre de questions en la matière. Madame Stéphanie Vallée, maire de Saint-Paul, conseillère départementale et également donc vice-présidente à l'association des femmes élues de Corrèze. Bonjour. Monsieur Alain Simonet, avec une originalité donc puisque vous êtes, on le verra plus tard, la seule Comcom à avoir déjà un PLUI. Donc vous êtes président de la communauté de communes du pays de Bénard et vous êtes également donc maire d'Albignac. Bonjour. Et enfin, monsieur Xavier Auchard, donc directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Corrèze, où justement vous nous présenterez un petit peu l'aide, le fonctionnement du CAUE également. Donc justement, quelle aide vous pouvez apporter aux différentes collectivités qui vont mettre en œuvre ces documents. Donc pour débuter, je vais vous donner la parole à monsieur Sirot. Est-ce que vous pouvez, avant de nous présenter peut-être justement le PLUI, le SCOT avant et donc le PLUI, nous faire un petit point justement sur la couverture du territoire de Corrèze en matière de documents d'urbanisme, comme ça a été évoqué sur le nombre, est-ce qu'on le juge suffisant ou pas, et surtout sur les différents types de documents d'urbanisme qui couvrent le territoire. Alors effectivement, bonjour, quand on parle documents d'urbanisme, donc il y a deux niveaux de documents d'urbanisme. Il y a à la fois les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriale, et puis les plans locaux d'urbanisme ou plans locaux d'urbanisme intercommunal, PLU ou PLUI. Donc actuellement sur le territoire, on a deux SCOT qui sont approuvés, donc le SCOT de l'agglomération de Tulle et puis le SCOT du bassin de Brive, sachant qu'il y a un troisième SCOT qui est en cours d'élaboration sur la Haute-Corrèze, toute la Haute-Corrèze plus Ventadour. En document d'urbanisme, le territoire est est couvert, je dirais très traditionnellement pour un département assez rural, donc on est moyennement bien couvert au sens où il y a 118 documents d'urbanisme qui existent sur le territoire, donc documents d'urbanisme, 118 communes qui sont couvertes par des documents d'urbanisme, puisqu'il y a un document d'urbanisme intercommunal, comme vous le disiez, sur Bénat, qui correspond à cette commune. Quand je dis document d'urbanisme, c'est carte communale, PLU, PLUI ou POS, j'y reviendrai. Et puis, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 170 communes qui ne sont pas couvertes et donc qui sont soumises au règlement national d'urbanisme. J'y reviendrai aussi. Donc par rapport au SCOT, donc au schéma de cohérence territoriale, donc 2 approuvés et 1 en cours d'élaboration, le SCOT, c'est un schéma sur un bassin de vie qui a donc vocation à couvrir plusieurs intercommunalités sur un territoire relativement grand. Donc il y en a un qui couvre actuellement juste l'agglomération de Tulle et l'autre qui couvre à la fois l'agglomération de Brive et puis le secteur Beaulieu, Bénat et Messac. Et le futur SCOT donc, qui couvre aussi plusieurs intercommunalités sur la Haute-Corrèze. Et ce document, c'est un document stratégique qui a vocation à donner justement la vision des élus de la stratégie sur un territoire, les grandes orientations de long terme. Il a aussi vocation à intégrer toutes les politiques sectorielles, tout ce qui est lié à l'environnement, donc à l'urbanisme, à l'énergie. Enfin, c'est un document qui est très très général. Ça donne les grandes lignes. Ça donne les grandes lignes à long terme. Il est opposable aux documents d'urbanisme comme les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux de l'habitat par exemple. Et donc, pour donner un exemple, si vous voulez, c'est lui qui dira, ben voilà, sur tel secteur, on va plutôt développer l'habitat, sur tel autre, on va plutôt positionner des zones d'activité. Donc, il va organiser les grands mouvements entre les villes ou entre les bourgs. Il va aussi définir quels sont les corridors écologiques qu'il faut maintenir sur le territoire pour assurer la bonne circulation des animaux. Voilà, c'est lui qui va donner ces orientations-là. Alors, à noter que jusqu'alors, le SCOT n'était pas obligatoire au sens où la loi prévoit la possibilité qu'il n'y ait pas de SCOT.
mais ça va changer au 1er janvier 2017. Alors, le SCOT ne deviendra pas obligatoire, mais il va y avoir un certain nombre de choses qui ne seront plus possibles ou qui nécessiteront une dérogation préfectorale pour pouvoir le faire si on n'est pas couvert par un SCOT. Par exemple, si on veut ouvrir des secteurs qui sont en dehors des zones actuellement urbanisées sur le territoire, actuellement on peut prendre une délibération du conseil municipal, donc qui passe par une commission, et là, si on n'est pas couvert par un SCOT, il va falloir qu'il y ait une dérogation préfectorale, donc une autorisation préfectorale. Pareil pour les vieilles zones à urbaniser des documents d'urbanisme, si on veut les ouvrir, et si on n'est pas couvert par un SCOT, il va y avoir une dérogation préfectorale. Pareil pour certains commerces ou cinémas soumis à autorisation, il y aura besoin d'une dérogation préfectorale. Donc il y a un réel intérêt. Tout ça pour dire qu'il y a un réel intérêt pour les collectivités, si elles veulent maîtriser le développement de leur territoire, d'être couverts par un SCOT. Donc ça, c'est l'étage, je dirais, stratégique. Ensuite, le SCOT, il faut qu'il se décline plus localement, je dirais, et c'est le but des PLU, plans locaux d'urbanisme, ou PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Alors, le PLUI, donc son échelle, c'est l'intercommunalité. Un PLUI, une intercommunalité. Alors, c'est vrai que c'est un sujet assez nouveau, le PLUI, mais en fait, c'est pas si nouveau que ça, au sens où le PLUI a été introduit par la loi SRU en 2000. Donc déjà en 2000, on parlait déjà du PLUI. C'était surtout, c'est vrai, pour les grandes... On m'avait prévenu que je serais coupé, peut-être. Les grandes villes, donc communautés urbaines et autres. Et puis petit à petit, ça a été renforcé. Enfin, on a donné de plus en plus d'importance à ce document intercommunal. Avec le Grenelle, donc la loi Grenelle 2 en 2010, c'est devenu la règle. Et le document d'urbanisme communal, le PLU, est devenu l'exception. Et avec la loi en 2014, qu'on appelle la loi Allure, c'est devenu la règle de manière presque automatique, au sens où il y a un transfert automatique de compétences, j'y reviendrai, si les élus ne font rien. Donc ce document, PLUI ou PLU, c'est un projet pour le territoire, donc c'est une déclinaison un peu plus opérationnelle du SCOT, comme je le disais. C'est une échéance à peu près 10 ans, donc un peu plus courte que le SCOT, qui est un peu plus longue échéance, et qui a vocation donc aussi à définir de manière plus précise la stratégie qu'ont les élus pour leur territoire. Donc il y a plusieurs éléments dans ce PLUI. Il y a, alors, celui qu'on connaît classiquement, c'est le zonage, là où c'est constructible, non constructible. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça pour un document d'urbanisme, je pourrais y revenir, mais il y a ça. Il y a le règlement qui va avec la zone, et puis il y a ce qu'on appelle un PADD, un plan d'aménagement et développement durable, qui justement donne un peu plus ces orientations. Voilà, sur le coteau de la commune, on préserve ce coteau pour laisser soit un paysage, soit un corridor. Enfin voilà, donc ça donne aussi des orientations un peu plus globales il ne faut pas le restreindre, si je puis dire, au zonage. J'ai évoqué la loi Allure avec le transfert automatique de la compétence. Donc ça, c'est vrai que c'est important. La loi Allure laissait un certain délai, et le délai se termine le 27 mars 2017. Donc c'est très bientôt. Et la loi, elle dit que automatiquement, au 27 mars 2017, les intercommunalités qui n'ont pas encore la compétence d'élaboration du PLUI deviendront automatiquement compétentes, sauf s'il y a une minorité de blocage qui se fait valoir dans les 3 mois précédant la date fatidique du 27 mars. Donc en gros, fin décembre jusqu'à fin mars. Et cette minorité de blocage, c'est un vote en fait des élus. Et si le vote représente 25% des communes et 20% de la population qui s'opposent donc à ce transfert de compétences, alors les communes restent compétentes pour l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Voilà. Sachant qu'à tout moment, l'intercommunalité peut prendre la compétence PLUI, c'est-à-dire qu'elle peut prendre la compétence d'élaboration du PLU à tout moment, dès maintenant ou dans les années futures, sachant qu'il y a cette notion de minorité de blocage qui existera toujours. C'est-à-dire que si un jour, si par exemple en juin, un EPCI délibère pour prendre la compétence PLUI, il pourra y avoir une minorité de blocage de 25% des communes et 20% de la population qui se fait jour. Mais elles peuvent revenir ensuite sur justement cette décision, ou c'est définitif? Alors, c'est définitif. Une fois que le transfert de la compétence du PLU est revenu à l'intercommunalité, on reste sur l'intercommunalité. D'accord. Juste rapidement, j'ai évoqué que les PLU, mais quand on parle documents d'urbanisme, tout le monde a en tête les POS, les plans d'occupation des sols, qui ont disparu avec la loi Allure, donc on n'en parle plus. Ils ont tellement disparu que les communes qui ont des POS doivent absolument faire élaborer un PLUI ou un PLU, sinon elles reviennent au règlement national d'urbanisme. Et comme je disais, donc il y a aussi le règlement national d'urbanisme qui existe, c'est-à-dire là, s'il n'y a pas de document d'urbanisme, ce sont des règles nationales qui s'appliquent.
et c'est l'État qui délivre les autorisations d'urbanisme à ce titre-là. Bien, je vous remercie. Oui, c'est important cette date limite des postes voués à, enfin pas voués, qui ont disparu. Je vais passer la parole maintenant donc à Stéphanie Vallée, donc comme je disais, maire de Saint-Paul, conseillère départementale et vice-présidente de l'association des femmes élues de Corrèze. Je crois que vous allez être amené encore à répondre à un certain nombre de questions, parce qu'en tant qu'élu, évidemment, j'imagine que vous vous posez un certain nombre de questions sur les liens justement qu'il y a entre CPLUI futurs et les instructions, comment faire, quels sont un peu les problèmes sur le plan juridique que ça peut poser. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis maire d'une petite commune de 218 habitants depuis 8 ans. J'ai connu l'époque où c'était le règlement d'urbanisme national qui s'appliquait sur la commune. Et très vite, j'ai pris la mesure de l'importance d'avoir une carte communale ou tout du moins un document de planification. Donc nous avons, dès 2008, lancé l'élaboration d'une carte communale qui a mis du temps à aboutir pour diverses raisons, parce qu'il faut consulter tous les acteurs et ce n'est pas toujours simple. Et donc notre carte communale a été approuvée en 2014. Depuis un an, donc c'est l'EPCI qui instruit les dossiers à la place de la DDT. Donc tout se passe bien. Et j'aurais une première question pour couper court à tous les préjugés. Est-ce que le bloc communal conservera la compétence en matière de délivrance des permis de construire et de tous les CU et tous les documents d'urbanisme? Une fois que la commune sera couverte par un... Tout à fait, éventuellement par un PLUI. D'accord, donc les conséquences sur l'urbanisme. Alors tout d'abord, j'ai effectivement pas parlé des cartes communales. Les cartes communales continuent d'exister dans la réglementation, mais pour nous, elle ne permet pas de répondre, je dirais, de manière très satisfaisante aux besoins des élus, au sens où c'est très binaire, constructible, pas constructible, et ça ne permet pas, comme un document d'urbanisme, de fixer des orientations, et notamment des orientations qualitatives ou des orientations d'aménagement, je dirais, qui pourraient permettre un aménagement un peu plus, sans avoir de projet très précis, d'avoir un aménagement qui est plus homogène et plus correspondant plus aux besoins des élus. Bon, sur ce sont des documents qui continuent. Alors, vous avez évoqué l'instruction des autorisations d'urbanisme. Autant l'élaboration d'un document d'urbanisme est une compétence, au sens compétence qui appartient à la commune, qui peut être déléguée donc à un EPCI, autant l'instruction des autorisations d'urbanisme, c'est en quelque sorte un pouvoir de police du maire. Donc ce n'est pas la même chose, et surtout, les deux ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que si vous déléguez votre compétence élaboration du document d'urbanisme à l'intercommunalité, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus compétent en tant que maire, au sens vous n'êtes plus responsable en tant que maire de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Alors, il y a plusieurs cas qui se présentent. Comme je disais, au règlement national d'urbanisme, c'est-à-dire quand il n'y a pas de document d'urbanisme, c'est l'État qui délivre les autorisations d'urbanisme. En pratique, c'est la DDT qui les instruit et le maire signe au nom de l'État. C'est bien au nom de l'État, c'est-à-dire en gros, si le maire n'est pas d'accord avec l'instruction réalisée par la direction départementale des territoires, ça remonte au préfet et c'est le préfet qui a le dernier mot. Par contre, pour les communes qui sont dotées d'un document d'urbanisme, carte communale, POS, PLU, PLUI, voilà, ce sont elles c'est le maire qui délivre les autorisations d'urbanisme au nom de la commune. Alors, récemment, c'était en général l'État qui instruisait, la DDT qui instruisait pour le compte de la commune. Donc en gros, la DDT instruit, elle propose au maire la décision et le maire signe. C'est vrai que pour, je dirais, aller jusqu'au bout de la décentralisation, l'État a récemment décidé d'arrêter de faire ce service gratuit pour le compte des communes. Bon, désolé. Au sens où elle a décidé, donc au 1er juillet 2015, il y a déjà une première vague qui est partie, c'est-à-dire que toutes les communes qui avaient un PLU ou un POS et qui étaient dans une intercommunalité de plus de 10 000 habitants n'avaient plus le droit à cette instruction gratuite de la part de l'État. Et au 1er janvier 2017, il y a une nouvelle vague, si je puis dire, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est toutes les communes, y compris celles qui ont une carte communale, qui sont toujours dans une intercommunalité de plus de 10 000 habitants, mais enfin ça représente une grosse majorité de la Corrèze, n'auront plus le droit à cette instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la commune de se débrouiller pour l'instruction de ces autorisations d'urbanisme. Toutefois, nous, on pousse fortement à ce qu'il y ait une mutualisation de cette instruction. C'est-à-dire que pour une commune,
enfin, surtout une petite commune de Corrèze, il n'y a pas assez d'autorisation d'urbanisme pour pouvoir former un agent qui soit compétent et qui soit en permanence là. Donc on demande, enfin on pousse pour que ça soit mutualisé, et typiquement ça peut être mutualisé dans un service commun qui est hébergé par l'établissement public de coopération intercommunale, par l'agglomération par exemple de Brive. Et dans ce cas-là, en fait, c'est l'agglomération ou l'intercommunalité qui va instruire pour le compte de la commune, et c'est le maire qui va continuer de délivrer, de signer les autorisations d'urbanisme. Voilà. Même si l'intercommunalité est compétente pour l'élaboration du document d'urbanisme, la commune restera en charge de l'instruction des autorisations d'urbanisme qu'elle peut déléguer, enfin qu'elle peut organiser, je dirais, faire organiser par l'intercommunalité si elle le souhaite, puisque l'État n'assurera plus ce service. D'accord, mais ils seront toujours maîtres du jeu. Donc ils gardent la possibilité ou pas. Bon, merci d'avoir éclairci ce point qui en est fermé. Je crois que vous allez avoir d'autres questions justement sur ce même thème. Donc c'était bien d'apporter des éclaircissements. Vous avez d'autres questions en termes de planification, d'autorisation d'urbanisme qui se posent régulièrement ou qui reviennent? Vous êtes un peu le porte-parole des interrogations. Est-ce qu'on tiendra compte dans ces documents, des documents dans le PLUI, donc des documents qui sont déjà existants? Et comment est-ce que va s'organiser la réflexion entre, si vous avez déjà une carte communale, entre les cartes existantes et les PLU existants? D'accord. De ce que prévoyaient ces documents, est-ce que c'est intégré automatiquement? Est-ce que tout va s'intégrer automatiquement? Ou est-ce qu'on part à table rase? Est-ce qu'on fait table rase de ce qui existe? Est-ce que les surfaces constructibles vont rester les mêmes? Est-ce que les nouvelles lois vont s'appliquer? J'imagine qu'il y a des cartes communales ou des PLU qui ont été faits avant le passage de la loi Allure. Donc j'imagine que le règlement n'est plus le même. Est-ce que les communes vont retrouver les mêmes surfaces constructibles? Je vous laisse encore répondre avant de passer la parole à Monsieur Simonet, parce qu'on ne veut pas vous... Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, vous épuisez, mais en plus, en même temps, je pense que vous avez la réponse aussi à un certain nombre de questions, mais la réponse pratique, puisque vous avez déjà institué un PLUI. Alors, quand l'EPCI, l'intercommunalité, prend la compétence document d'urbanisme, ça ne remet pas en cause les documents existants. C'est-à-dire que les cartes communales, les PLU, les postes, enfin tout ce qui existait, continue d'exister. Par contre, la différence, c'est que si par hasard vous êtes par exemple, vous avez une commune qui a un PLU et que la commune veut modifier ou réviser son PLU, elle n'a plus la compétence. Donc automatiquement, ça remonte à l'intercommunalité. Et la loi actuellement dit qu'à ce moment-là, l'intercommunalité est obligée de faire un document d'urbanisme sur la totalité de son territoire. Je dis pour le moment, parce que dans le cadre de la loi égalité et citoyenneté, il y a des discussions sur ce sujet-là, parce qu'avec les nouvelles intercommunalités au 1er janvier 2017, qui sont en plus beaucoup plus larges, ça a des conséquences assez fortes sur des territoires assez grands. Donc il y a des discussions au Parlement pour éventuellement assouplir un petit peu cette règle, c'est-à-dire éventuellement de permettre une modification du PLU sans que ça remonte à l'intercommunalité. Bon, je ne peux pas en dire plus, c'est à la limite aux parlementaires d'en dire un petit peu plus sur ce sujet-là. Rien n'est encore calé, mais sachez qu'il y a des discussions qui sont en cours là-dessus. Mais actuellement, dès qu'il y a une révision, une modification d'un PLU dans une intercommunalité qui est compétente, automatiquement, ça remonte à l'intercommunalité qui est à la fois en charge de l'élaboration du document et sur la totalité du territoire. Dans le cas d'une procédure est en cours, parce que ça peut arriver sur le territoire, il y a une procédure qui est un PLU qui est en cours, et au milieu, le PLU n'est toujours pas approuvé, l'intercommunalité prend la compétence. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne remet pas en cause la procédure qui est en cours. La procédure, elle va se terminer jusqu'au bout sur la commune concernée. Par contre, au moment où l'intercommunalité va prendre la compétence, c'est elle qui va être responsable de finir l'élaboration du PLU. Donc ça ne sera plus le maire, ça sera l'intercommunalité. On a le cas par exemple sur Rosier-d'Égletons où le PLU est en cours. L'intercommunalité a pris la compétence PLUI puisqu'elle veut élaborer un PLUI sur Ventadour. Et c'est bien l'Interco, la Comcom de Ventadour, qui est en charge de finir l'élaboration du PLU. D'accord, donc ça en termes de timing, ça peut quand même se révéler plus problématique que pour les instructions où c'est clair, voilà, ça reste compétent. Là, il peut y avoir quand même au niveau timing, je veux dire, pas un problème, mais disons qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a un petit timing qui est un petit peu précis sur ce sujet-là. Bon, voilà. En même temps, on ne renouvelle pas les documents d'urbanisme tous les jours.
Normalement, on ne révise pas, on ne modifie pas un document d'urbanisme tous les jours. Ça a une vocation à rester quand même un certain nombre d'années sans bouger. Mais l'expérience nous montre qu'il y a certains documents qui sont modifiés assez fréquemment. Oui, juste pour finir aussi, si vous me le permettez, vous avez évoqué le fait que la loi Allure modifie les règles. Est-ce qu'il va falloir modifier ou pas les documents d'urbanisme? Alors, en gros, il y a surtout la loi Grenelle qui a, on dit, grenélisé les documents d'urbanisme, c'est-à-dire qui a fait un certain nombre de règles et qui a imposé une mise à jour des documents existants dans un délai qui se termine 1er janvier 2017. Mais c'est vrai que faut reconnaître que là, je le reconnais volontiers, hein, la loi, les règles changent très très fréquemment. Hein. J'évoquais donc 2000 PLUI, mais il y a le Grenelle 2010, il y a Allure 2014, il y a la loi égalité et citoyenneté qui va encore changer quelques règles. Donc c'est difficile de se mettre à jour. Il y a la loi Macron qui a mis des possibilités, donc il y a des modifications de PLU qui sont faites pour la loi Macron. Mais bon, l'échéance, il faut juste se souvenir que l'échéance là qui arrive, c'est surtout par rapport à la loi Grenelle, c'est-à-dire les documents d'urbanisme qui ont été réalisés sous l'ancienne réglementation avant la loi Grenelle, il faut qu'ils se mettent à jour rapidement. Oui, très très rapidement. Avant de vous poser, avant de poser d'autres questions, je voudrais donner la parole donc à Alain Simonet. Donc vous êtes président de la communauté de communes du pays de Bénat et maire donc d'Albignac, et surtout donc grande particularité à l'heure actuelle, sauf erreur, vous êtes donc la seule collectivité, seule Comcom de Corrèze à avoir justement un PLUI, hein, à être couverte par un PLUI. Je voulais savoir si vous pouvez nous rappeler quelle est l'origine avant de passer au conseil et peut-être même justement de répondre de façon préventive aux questions qui se posent. L'origine, les motivations justement pour passer de documents à un PLUI. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, donc, le PLUI de Bénin donc, a été créé en même temps que la création de la communauté de communes. Et c'est ça qui a permis, donc ça a été l'élément fédérateur donc, au niveau de la création de la communauté de communes. Donc ce que je veux dire par là, donc depuis, donc ça a été fait en 2006. Donc nous avons révisé, donc c'est évolutif dans le temps, le PLUI. Donc il faut savoir que c'est pas fait une bonne fois pour toutes. Donc nous l'avons révisé, donc ça a été approuvé, la révision a été approuvée en 2014. Et aujourd'hui, on se relance dans une révision puisqu'on a intégré donc la commune de Ménoire. Donc nous étions une communauté de communes à 7 communes. Nous avons intégré la commune de Ménoire qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme et donc nous lançons donc dans la révision du PLUI. Ce que je veux dire, c'est quand même, il ne faut pas se précipiter, parce que le PLUI, donc ça prend du temps. Pour la création d'un PLUI, donc jusqu'à sa phase d'élaboration, jusqu'à sa phase terminale, il faut compter 3-4 ans à peu près. Et moi, ce que je conseille donc à tous les élus, c'est qu'il faut le faire pendant le mandat. Je veux dire, il ne faut pas passer après le bébé donc, aux autres élus donc, qui vont venir ensuite. Il faut le faire dès le début, c'est ça, ce que vous insistez, voilà, dès le début du mandat. Ou en cours, mais surtout pas attaquer. Donc, vers les 2 dernières années, on sait qu'on n'aura pas le temps de terminer, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc je pense qu'il y a des écueils à éviter. Donc bien sûr, donc, il faut bien choisir son bureau d'études. Ça, c'est très important. Parce que bon, le bureau d'études travaille avec les élus pendant 3 ou 4 ans. Donc effectivement, si on a un boulet, donc, le boulet, donc, on l'a pendant 3 ou 4 ans. Donc effectivement, je reviens sur ce que disait monsieur le directeur de la DDT. Donc il y a plusieurs phases. Donc il ne faut pas déjà penser donc, au zonage, il ne faut pas penser au règlement, il ne faut pas penser donc telle parcelle va être urbanisée. Donc il faut prendre son temps. D'abord, il y a un diagnostic à faire. Donc ça prend un an et demi, donc un diagnostic, et surtout un diagnostic agricole. Dans nos communes rurales, donc effectivement, l'agriculture encore donc, prévaut. Et donc il est important donc, d'associer, donc, et c'est obligatoire d'ailleurs, les acteurs au niveau de l'agriculture. Ensuite, donc, il y a le PADD, comme vous en avez parlé, le plan d'aménagement de développement durable, qui dure à peu près également donc une bonne année, donc ça fait 1 an et demi, 2 ans pour tout couvrir. Et c'est ça effectivement donc qui donne les orientations, comme vous l'avez dit, donc à savoir avec finalement quelle zone, mais je parle pas la parcelle, je parle vraiment grande zone. Est-ce qu'on met à urbaniser ou est-ce qu'on ne met pas à urbaniser? Ceci dit, donc je crois qu'il ne faut pas rêver non plus. Donc le PLUI, c'est fait pour éviter le mitage. Donc nous, donc, on avait pris une règle, donc à savoir que les zones urbanisées, eh bien, on les mettait là, donc pour grossir les bourgs et les hameaux, bien entendu, mais pas de maisons donc isolées,
mis à part que l'agriculteur aura toujours le choix de se faire construire dans une zone agricole. Donc c'est fait pour éviter le mitage, tout simplement. Et donc on a pris donc, une orientation, à savoir qu'on ne mettait que les zones à urbaniser là où il y avait les réseaux. Réseau d'eau, réseau d'électricité et bien sûr voirie. Parce qu'effectivement, si on veut implanter donc, une maison sur un terrain constructible là où il n'y a rien, il faut savoir après le coût que ça va avoir pour la collectivité. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, effectivement, comme vous l'aviez évoqué, donc, il y a le Grenelle à suivre. Bon, notamment, donc, il faut faire des corridors écologiques, zone bleue, zone verte. Ça, c'est pas toujours évident donc, pour l'élu. Mais bon, on y arrive quand même. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça nous a permis à se connaître, donc les élus, donc au départ des communes. C'est pas une compétition, au contraire. Donc, je pense qu'on s'aide tous. Donc, c'est une décision collective qui a été faite, notamment au niveau des arbitrages. Donc, c'est l'ensemble des maires. Même, par exemple, pour ma commune d'Albignac, lorsqu'on avait un arbitrage à faire, on se faisait aider par l'autre élu et bien sûr par le bureau d'études et les services de la DDT. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc bon, il faut s'attacher surtout à des débats sereins, parce que si c'est la foire d'empoigne, donc à chaque réunion, ça sera très dur pour arriver. C'est sûr que c'est pas évident. Bon, vous, Voilà. en effet, c'était un cas peut-être en effet spécifique, puisque comme vous l'avez dit, c'était en même temps que la création de la Comcom que vous avez décidé de façon parallèle de se doter d'un PLUI. Voilà. Alors je voulais dire donc effectivement la particularité donc de notre communauté de communes, c'est que nous allons fusionner donc au 1er janvier 2017 donc avec 2 autres communautés de communes ainsi que la commune d'Altillac. Donc nous serons 35 communes. Donc on avait des craintes quand même parce qu'il y a beaucoup de midi-corésiens, donc il n'y a pas de PLUI, et donc sud-corésiens, il n'y a pas de PLUI, sachant que la commune d'Altillac était couverte par une carte communale. Donc on a eu des craintes de se lancer dans un nouveau PLUI donc à 35 communes. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis donc, pour Bénin donc, sur la révision de notre PLUI, et le sud-corésien et le midi-corésien donc, sont partis donc, dès cette année donc, sur une élaboration du PLUI, sachant que, effectivement, à partir du moment où donc, les décisions ont été prises, ces PLUI donc, arriveront au terme, donc, pendant la nouvelle communauté de communes, mais voilà, donc, le travail se fera donc, avec les anciens territoires. Et je rebondis sur ce que vous disiez, donc à savoir que les cartes communales donc, resteront, pour ceux qui ont des cartes communales, donc resteront bien sûr en application jusqu'à l'élaboration du nouveau PLUI. Oui, il n'y a pas de vide. Voilà, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Très bien. Oui, vous vouliez réagir? J'avais juste une question pour monsieur, pour savoir quelle a été votre échelle de travail pour l'élaboration du PLUI. Parce que les communes ont des spécificités différentes, des problématiques différentes en matière de logement notamment. Et est-ce qu'il y a des règlements différents qui peuvent s'appliquer par secteur? Donc, quelle a été votre échelle de travail par rapport à ces problématiques? Oui, donc nous avons travaillé donc, les 7 communes ensemble. Et alors effectivement, une fois que le PADD donc, est sorti, mais ça, je reviens aussi, parce qu'il fallait le mettre en compatibilité avec le SCOT. Donc nous, on dépend du SCOT de Brive, et effectivement, la vision était quelquefois un petit peu différente entre le urbain et le rural. Donc bon, ça n'a pas toujours été évident, mais ceci dit, donc, on a passé au travers des fourches. Donc effectivement, ce que je voulais... votre question, c'était... C'était l'échelle de travail. L'échelle de travail, c'était... essentiellement, donc il faut que les maires soient présents donc, dans ces commissions, ça c'est très important, avec un élu ou 2 donc, par commune, mais il faut qu'ils soient présents, et ça a été à l'échelle, donc les commissions se faisaient ensemble, surtout ensemble. Et est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des règlements différents en fonction Bien sûr. Alors les zones? règlements, donc voilà, comment ça se passe? Donc nous avons, à partir du moment où le zonage a été élaboré, donc il y a eu donc les zones, c'est les zones agricoles qui ont été définies en priorité, ensuite les zones naturelles et les zones urbanisées. Et parmi ces zones urbanisées, donc il y a plusieurs échelles. Donc il y a les zones urbanisées et les zones à urbaniser, c'est-à-dire là où il n'y a pas de construction, où on veut construire. Et donc déjà dans ces zones à construire, donc maintenant je crois que la loi donc, est plus restrictive, donc il y aura des zones d'orientation
pratiquement systématique. Donc, à savoir, par exemple, que lorsque vous avez un lot de 4-5 hectares, eh bien, il ne faudra pas qu'il y ait, par exemple, s'il y a une dizaine de maisons constructibles, donc 10 sorties sur la voie communale. Donc il faut vraiment un plan d'ensemble. Ensuite, donc, effectivement, il y a plusieurs critères. Par exemple, on a des centres-bourgs qu'on préserve. Là où il y a des églises qui sont classées, enfin, etc., il y a des monuments classés. Donc ces zones-là, donc, le règlement est différent que le hameau donc, isolé, donc, où il y a moins de problématiques d'urbanisme. Donc c'est indicié, donc il y a plusieurs indices. Et le règlement donc dépend effectivement de la zone où situé. Xavier Auchard, je vais vous passer la parole. Je vois que vous opiniez du chef sur les propos d'Alain Simlet. Donc je vous représente. Donc vous êtes directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Corrèze. Donc si vous pouvez nous présenter justement un peu rapidement le fonctionnement justement du CAUE qui est complexe et justement l'aide susceptible d'être apportée aux collectivités qui désirent entreprendre ces démarches en urbanisme. On a vu que c'était très important, alors après de choisir la bonne maîtrise d'œuvre, etc. Mais quel bon conseil, quel accompagnement vous pouvez proposer justement aux collectivités? Oui, donc bonjour. Effectivement, mais peut-être juste avant ça, je voulais rebondir sur le propos d'introduction de M. Simonet, qui est effectivement très important, à mon avis, pour les élus présents ici. C'est effectivement que vous avez dit que le PLUI avait été une manière d'organiser la constitution de cette nouvelle intercommunalité. Et donc, c'était un élément de cohésion, enfin, qui vous permettait de mieux travailler ensemble. Voilà. Donc je trouve que ça, c'est un point important parce qu'on sort de la question qui est souvent réductrice sur le fait que ma parcelle est ou pas constructible, dans quel cadre, etc. Voilà. Donc là, il y a un véritable enjeu en termes politiques, effectivement, vis-à-vis de ça. Voilà. Bon, simplement, je reviens sur le CAUE. Donc effectivement, vous avez dit complexe. Non, notre accompagnement, il est très simple. Il se positionne en amont des projets sur nos domaines de compétences qui sont donc l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Donc ce sont des structures qui existent pratiquement dans tous les départements. Donc notre échelle d'intervention, c'est le département. Et on accompagne les élus de façon très prioritaire, puisque notre travail consiste aussi à accompagner les projets des particuliers également, de donner du conseil aux particuliers, mais tout ça en amont de la maîtrise d'œuvre. Donc effectivement, après, ça prend des formes très différentes. Mais ce que je veux dire, si on veut se concentrer sur la question de l'urbanisme, c'est par rapport à tout cet accompagnement quotidien des élus que l'on a développé des outils particuliers de sensibilisation ou d'animation ou de journées techniques. Et donc, sur l'urbanisme en particulier, ce qu'on a proposé, puisqu'on est partie prenante dans l'élaboration des documents d'urbanisme, puisqu'on est personne publique consultée, donc on participe aux réunions, mais en amont de ça, on propose aux collectivités, aux communes, et donc là, dans un autre périmètre, aux intercommunalités aussi, de leur présenter un inventaire à la fois du bâti et du paysage pour justement apporter des éléments à la fois de discussion, de compréhension de ce qu'est le territoire, parce qu'effectivement souvent le retour qu'on a sur ces interventions, c'est qu'on vit au quotidien dans nos paysages, dans nos villages, mais que ce regard extérieur est important pour recadrer ce qui fait les particularités du territoire de la commune ou de l'intercommunalité. Donc voilà, donc ça c'était une première proposition que l'on fait aux communes. Donc, et donc comme ça nous permet nous également d'engranger une meilleure connaissance du territoire très précise sur les questions de typologie de bâti, sur des questions de matériaux, d'essence, etc. Puisqu'on a la chance en Corrèze d'avoir un paysage très très varié. Donc une certaine complexité aussi et donc des attentions particulières à porter en fonction des lieux dans lesquels on se trouve. Et puis il y a un enjeu en termes de tourisme, au-delà de ça évidemment. Voilà, mais donc tout ça pour dire qu'il y a ce travail d'inventaire qui est proposé en amont et pendant l'accompagnement de l'élaboration du document d'urbanisme. Et puis on met également à disposition des expositions qui ont été créées
justement par rapport à des questions récurrentes sur la transformation des granges, enfin tous ces sujets qui sont abordés lors de l'élaboration d'un document d'urbanisme, sur les transformations du bâti, sur la gestion du petit patrimoine, le paysage, comment est-ce que ce paysage peut se transformer, puisqu'évidemment l'urbanisme transforme les paysages, et les paysages ce ne sont que des productions humaines, hein, donc il s'agit de rester, enfin il ne s'agit pas de figer les choses, hein, évidemment, mais plutôt de voir comment, à partir de ce qui existe, on peut faire évoluer nos paysages. Et plus récemment, on a proposé un outil sous la forme d'une journée technique qui s'appelle du conseil au projet, puisqu'en fait, effectivement, tout ce travail d'élaboration de documents d'urbanisme, au final, c'est pour que les élus puissent au quotidien gérer les demandes, les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, etc. Donc faciliter ces démarches. Donc à partir d'un exemple précis de permis de construire que l'on décompose, que l'on propose de travailler également en maquette pour mesurer les implantations, l'incidence d'implantation, etc. Donc ça, moi, je vous appelle à venir sur notre stand puisqu'on a la maquette présentée. Mais on propose une journée d'échange. Alors le public, ce qui est intéressant aussi, c'est de croiser les compétences, hein. Monsieur le maire l'a dit aussi tout à l'heure. Donc on propose ça aux élus, maires, mais également aux secrétaires de mairie, aux constructeurs, aux instructeurs, pour que en fait toutes ces compétences se croisent, toutes ces attentes autour d'une même table, échangent autour d'une même table pendant une journée. Voilà, donc on en a déjà organisé plusieurs et on propose ça pendant. Là, ces prochaines années, ces prochains mois, évidemment, on va proposer ça avec les intercommunalités essentiellement. Voilà. Pour dire très concrètement, mais notre travail, il est vraiment sur l'accompagnement au quotidien, sur les préoccupations qu'ont les élus au quotidien pour les aider en amont de toutes ces démarches. Sur les questions les plus fréquentes, absolument récurrentes. C'est souvent, comme vous dites, toujours les mêmes qui reviennent. Voilà, on perçoit à l'accompagnement au quotidien on accompagne presque une centaine de communes tous les ans, donc on a quand même cette belle lecture du territoire. C'est une expertise qui est fondée sur presque 40 ans de travail sur le département. Donc tout ça nous aide beaucoup à accompagner les collectivités. Je voulais revenir sur le temps d'élaboration, justement. Vous aviez dit d'un PLUI, 3 à 4 ans. Est-ce que, je ne sais pas, de votre avis, que c'est long? Ça paraît, j'imagine que ça dépend de la taille de la collectivité. Vous avez eu tout s'est bien passé? C'est 3-4 ans quand tout se passe bien on retient que le bon côté, mais effectivement, donc il y a eu des heures. Avec la DDT, donc on était pas toujours en face, avec le bureau d'études également, parce que les élus, effectivement, au premier abord, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le maximum de terrain à urbaniser pour développer sa commune. Mais il y a des arbitrages à faire, et effectivement, quelquefois, là, il y a des incompréhensions. Mais les articles, effectivement, du Code de l'urbanisme, les nouvelles lois, etc., nous ramènent élus donc très vite à la raison, et donc on est obligé également de s'y plier de toute façon. Donc ce que je voulais dire également, donc je rebondis, c'est que le règlement, donc tout à l'heure, donc vous m'avez posé la réponse, donc va vraiment en profondeur. Par exemple, et bien sûr, on peut sur le règlement définit les pentes de toit, définit exactement ce qu'on veut. Par exemple, si on veut exclure les maisons en conteneurs, si on veut exclure les maisons en rondin bois, donc ça va jusque-là. Donc après, il faut quand même ne pas être trop restrictif, parce que dès qu'il y a une petite exception, ça passe pas dans le cadre. Donc voilà, je rebondis également. Donc nous avons beaucoup, effectivement, dans nos communes rurales, de granges à réhabiliter. Et là, donc, on s'attache aussi, les élus, donc, à bien repérer toutes ces granges donc, qui peuvent être transformées donc, en habitation. Et c'est une des priorités, effectivement, du PLUI. Donc, il n'y a pas d'exclusif de ce côté-là. Mais je finis aussi en disant que, pour nous, maires, après, globalement, une fois que cette élaboration a eu lieu, que c'est en vigueur, c'est quand même un confort. Parce que l'administré vient nous voir. Par exemple, je veux faire construire ici sur cette parcelle. Donc déjà, nous, avec le zonage, on sait exactement, on n'a pas besoin de voir les services de la DDT, on sait exactement si le pétitionnaire peut faire construire ou pas.
Et à partir de là, donc, on lui donne même le règlement de la zone où il veut faire construire, et on sait exactement, par exemple, tel type de matériaux exclus, etc. Et on sait exactement ce qu'il peut faire donc, sur cette zone. Et c'est vraiment un confort parce qu'il y a moins d'ambiguïté, disons, il y a moins de clash entre le pétitionnaire et l'élu. D'accord. Avant de vous repasser la parole, je vois que vous aviez évoqué la DDT. Vous souhaitiez réagir ? Oui, je vais en profiter pour réagir sur plusieurs points, si vous me permettez, qui ont été évoqués. Tout d'abord, vous évoquez la fusion des intercommunalités. Donc, juste pour préciser que quand il y a plusieurs intercommunalités qui fusionnent, si une des intercommunalités a la compétence élaboration des documents d'urbanisme, alors automatiquement l'intercommunalité résultante a la compétence élaboration des documents d'urbanisme. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez évoqué aussi la participation des maires, enfin le positionnement des maires dans la concertation d'une manière générale. Alors sachez que la loi prévoit explicitement de réunir la conférence des maires, donc tous les maires du territoire, au début et à la fin. D'une part au début pour justement lancer la procédure et réfléchir avec eux sur la manière de les associer tout au long de la procédure, et obligatoirement à la fin, avant l'approbation du document d'urbanisme. Alors, évidemment, le président de l'EPCI et du maire général de l'intercommunalité peut aller au-delà de ces deux rendez-vous obligatoires. Moi, j'incite assez fortement pour qu'il y ait une sorte de deal qui soit passé entre les représentants du conseil communautaire et les maires qui sont sur le territoire pour voir quelles sont les différentes étapes, la manière d'associer les maires pour que justement ils soient aussi partie prenante, puisque dans tous les cas, ils auront derrière à appliquer le document d'urbanisme, ils soient partie prenante sur l'élaboration. Au passage, l'intercommunalité doit aussi au début préciser les modalités de concertation avec le public pour l'élaboration du document d'urbanisme. Ça aussi, c'est très important. Sur les 4 ans de procédure, 3-4 ans, oui, on est d'accord, ça prend du temps, plus ou moins de temps. Hein. Il y en a certains qui ont duré beaucoup plus, il y en a qui se retrouveront dans la salle. C'est rassurant. Voilà. Après, ça dépend d'où on part, ça dépend du territoire, ça dépend de beaucoup de choses, mais si les élus ont une vision assez précise des choses et qu'on ne part pas de complètement rien du tout, 3 ans, c'est un délai raisonnable. Je voulais revenir aussi effectivement sur le fond, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé procédure, mais c'était mon rôle. C'est vrai que l'outil PLU ou PLUI est un outil très puissant qui permet de réfléchir sur les orientations qu'on veut donner à son territoire, qui permet une urbanisation de projet, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas être que sur là c'est constructible, là c'est pas constructible, mais de dire précisément qu'est-ce qu'on veut comment on veut on peut faire des orientations d'aménagement, de programmation qui permettent de dire voilà, ça sera plutôt aménagé comme ça, avec une sortie sur telle route, avec plutôt de l'habitat de tel type, en respectant les paysages, en respectant voilà, ça c'est possible avec le document d'urbanisme, avec le PLU, et ça c'est important. Et c'est vrai que, alors, nous, service de l'État, on a aussi un mauvais rôle, vous le rappelez, Monsieur le Président, à savoir de rappeler la règle, hein, c'est normal de rappeler. On est là pour appliquer la loi, au passage, on ne la vote pas, nous on l'applique, hein, je dis ça pour ça, enfin je dis ça comme ça, mais on est simplement des vecteurs, en quelque sorte, de la loi. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect sec, si je puis dire, de la loi, elle va aussi dans le sens de des enjeux pour les élus. C'est-à-dire que quand vous disiez on veut économiser finalement, enfin la loi dit qu'il faut économiser l'espace, ça veut dire qu'il faut arrêter le mitage, qu'il faut arrêter de vouloir construire n'importe où sur le territoire. Ça veut dire qu'il faut finalement renforcer les bourgs, les hameaux existants, construire dans la continuité de l'urbanisation existante. C'est ça que dit la loi, c'est ça que demande la loi. Elle demande aussi de limiter la consommation des espaces. C'est-à-dire qu'en France, on consomme beaucoup trop d'espace. Et en Corrèze en particulier. En Corrèze, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on consomme peu d'espace à l'urbanisation, mais parce qu'il y a peu de construction. Mais proportionnellement, chaque construction consomme énormément d'espace. On voit encore des lotissements avec des terrains de 1500, 2000, 2500 mètres carrés. Je veux dire, on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Et pourquoi ça répond aussi aux préoccupations des élus? Parce que derrière, l'urbanisation dispersée, le mitage, ça a un coût. On l'a vu hier, avec la défense incendie voilà. Aussi. On l'a vu, défense incendie, les 800 mètres entre les poteaux. Évidemment, si vous avez une maison tous les 150 mètres ou 200 mètres, ça coûte très cher en poteau incendie pour défendre quelques maisons. On a parlé aussi hier du numérique, les zones blanches, de développer l'ADSL, et surtout la fibre. Mais si vous devez porter la fibre à tous les coins du département, avec surtout des maisons qui sont espacées de 150, 200, 300 mètres, je veux dire, ça a un coût
considérable. Alors certes, c'est l'objectif que se sont fixés les élus, mais je veux dire, il va falloir le financer tout ça. Mais il y a aussi le ramassage scolaire, il y a plein d'autres choses qui est rendu beaucoup plus cher par une urbanisation qui est disséminée sur le territoire et mal maîtrisée. Et ça va aussi pour l'économie, je dirais, d'une manière générale du territoire, cette urbanisation, cette économie de l'espace. L'agriculture, par exemple. On est dans un territoire où l'agriculture a une forte importance. Je veux dire, c'est un pilier de l'économie de la Corrèze. Et pour ça, les agriculteurs, ils ont besoin de surface, de terrain, mais pas forcément au milieu de toutes les maisons. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des problèmes de voisinage. On est récemment, cette année, on a pas mal discuté avec les problèmes de produits phytosanitaires et les pommiers, par exemple, l'arboriculture. Donc, je dirais, il y a des conflits de voisinage qui naissent quand il y a trop de maisons au sein de l'espace agricole. Donc, voilà, tous ces éléments vont dans le même sens, finalement. Donc, c'est vrai que nous, DDT, on défend ces éléments-là, mais il faut que les élus soient conscients que c'est aussi leur intérêt de préserver à la fois les paysages, l'économie par l'agriculture, et de préserver et de diminuer les dépenses futures en essayant d'économiser l'espace. Juste, je peux rebondir à ce que disait Monsieur le directeur de la DTT. Je suis d'accord avec vous donc sur effectivement le mitage et etc. Les constructions. Mais bon, je pense quand même il ne faut pas tomber dans un excès parce que moi je fais porte-parole de nos petites communes rurales et effectivement donc on n'a pas la même vision des choses que les communes urbaines, donc par exemple en banlieue de Brive ou etc. où les terrains constructibles sont quand même à 500-700 mètres carrés et bon la personne qui fait le choix d'habiter à la campagne donc quand même c'est pour avoir un jardin ou etc. Donc il faut quand même un peu plus d'espace et c'est là effectivement où on a tout le débat donc avec le SCOT de Brive effectivement, mais bon on y est arrivé. Avant de conclure, Xavier Auchard, vous vouliez rajouter aussi un mot après ? Très rapide, mais Monsieur Sirot l'a dit à l'instant et je voudrais insister sur ce point. Aujourd'hui, on parle d'urbanisme de projet, même sur l'élaboration de ces documents d'urbanisme. Ce qui veut dire que, par exemple, cet outil qui est l'OAP, donc qui prend des formes diverses là avec la loi Allure selon les cas, c'est très important parce que c'est là où on va pouvoir tester ce qu'on est en train de mettre dans un règlement, ce qu'on est en train de mettre sur un zonage. Et donc, il faut absolument s'appuyer sur ces outils. Et donc là, sur le choix des équipes de maîtrise d'œuvre, c'est aussi important de savoir si elles sont capables de faire ce travail de test. Parce que si on ne teste pas, pour finir, vous allez vous retrouver avec un règlement ou avec un zonage sur lequel vous allez avoir du mal à développer des projets. Voilà, donc ça c'est un outil très important et sur lequel il faut s'appuyer aujourd'hui. Oui. Moi je rejoins mon collègue maire. Effectivement, les problématiques de l'urbain et du rural, voire très rural, sont bien différentes, et notamment en matière de surface de terrain. Et d'où l'importance d'associer vraiment tous les maires dans toutes les décisions et réellement à l'élaboration du document. Parfait. Malheureusement, le temps court. Moi, j'imagine que vous avez peut-être d'autres questions, que d'autres questions de toute manière se poseront. La chance qu'on a, c'est qu'on voit quand même que la direction départementale des territoires est là justement pour répondre aux questions. Des fois, les réponses, elles plaisent pas toujours, mais comme vous l'avez rappelé à juste titre, la loi est dure, c'est la loi, mais on l'avait eu hier avec justement Monsieur le Préfet qui le rappelait qu'il n'est pas législateur et que lui, il est obligé si le texte est ainsi fait, il faut le rédiger. Donc, merci très sincèrement, donc Laurent Sirot, de la direction, directeur adjoint, donc de la direction départementale des territoires, d'être venu répondre aux questions posées en 1 heure de temps. Il y en aura d'autres, j'imagine. Madame la maire, Stéphanie Vallée, merci également. Je sais qu'on n'a pas forcément répondu à toutes vos questions, mais bon, voilà, il y en aura d'autres. La journée n'est pas terminée. Monsieur le Président Alain Simonet, merci pour votre témoignage donc sur la Comcom, où vous incitez donc les collectivités, voilà, à s'y prendre, pas au dernier moment. Et puis bon, ceux qui veulent avoir plus de cas concrets, d'expérience, pourront se retourner vers vous. Et enfin, Xavier Auchard, donc directeur du CE de Corrèze. Merci pour votre présence également, donc pour l'accompagnement que vous apportez aux différentes collectivités. Cet atelier s'achève donc ainsi. Merci à tous. Je crois qu'on peut les applaudir et à très vite pour un prochain atelier.